Alors, l'entreprise, au-delà de la rentabilité, le titre de la discussion était ambitieux pour discuter ça, mais on a vu en fait dans ce monde qui change que l'entreprise a beaucoup sur ses épaules et pourtant vous avez, vous, des factures à payer, des salariés à payer, des impôts aussi à payer, on en a parlé. Ça fait beaucoup à porter pour un chef d'entreprise et pourtant, c'est aussi pour l'entreprise la possibilité de se réinventer. Alors, au-delà de la rentabilité, la place de l'entreprise dans la société, c'est ce qui a été maintenant communément appelé la RSE, qui est un sujet qui a surgi et puis maintenant qui fait consensus. Pour vous, quel serait, je vous demande une réponse brève pour cette première question, qui est le premier tour de table, quel sera le prochain sujet de RSE sur lequel vous devez travailler de toute urgence, Monsieur Ficrat? Mais... Merci beaucoup. Donc, bonjour tout le monde, bonjour Président et puis tous les amis que nous avons ici, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Monsieur Vicard, bonjour. Je tiens à remercier les organisateurs pour cette belle occasion qui nous permet d'échanger sur des thématiques extrêmement importantes et de co-construire le rêve marocain avec les yeux et j'espère aussi avec l'engagement fort des entreprises. Alors, vous m'avez posé la question sur les priorités de la RSE, la responsabilité sociale de l'environnement dans l'entreprise que j'ai la chance d'animer, fait partie j'allais dire, de notre ADN. Et nous avons fait plusieurs chantiers sur plusieurs axes, et les priorités sur lesquelles nous continuons à fonctionner, c'est d'augmenter la productivité et la profitabilité. Pourquoi augmenter la productivité et la profitabilité? Parce que ça nous permet de consolider plus notre activité et notre rôle socio-économique dans les régions où nous nous trouvons. Et je vous donne un exemple. Nous avons parmi les parties prenantes plusieurs dizaines de milliers d'agriculteurs qui ont des petites exploitations dans 5 régions différentes du Maroc. Sur les 10 dernières années, nous avons pu augmenter leurs revenus de 100%. Et nous distribuons chaque année autour de 3 milliards, 3,5 milliards de dirhams pour ces familles comme revenus. En même temps, nous soutenons tout l'environnement autour des cultures sucrières qui font partie de notre mission. Et dans cet objectif-là, l'un aussi des axes qui est extrêmement important pour nous, c'est tout ce qui est économie de l'eau. Sur les 10 dernières années, nous avons réussi à économiser 35% de nos consommations d'eau de manière globale, mais le maximum de résultats ont été obtenus sur la partie extraction, la partie industrielle. Le défi que nous avons, c'est de faire un effet d'entraînement vertueux avec les agriculteurs, parce que comme vous le savez, dans le monde agricole, chaque année, il y a le semis de 50 000 à 60 000 hectares, et la consommation de l'eau peut être mieux optimisée. Donc là, c'est un enjeu pour nous qui est extrêmement important. Sur un autre plan, là je vais parler de l'autre bout de la chaîne de valeur. Comme vous le savez, nous servons le sucre pour notre pays, mais nous exportons aussi le sucre sur 40 pays dans la région, l'Afrique et puis le bassin méditerranéen. On sent que les exigences des consommations sont beaucoup plus fortes en termes d'information. Donc là, il y a un effort de communication beaucoup plus adapté. D'abord pour sensibiliser le consommateur, pour lui apporter toute l'information qu'il faut. Par exemple, nous avons un principe pour lequel nous militons, pour le sucre qui est souvent décrié, consommez ce que vous allez consommer, parce que c'est une source d'énergie, mais il y a aussi toute l'information qui doit l'accompagner. Dans notre chaîne de valeur, nous avons un écosystème. Nous avons 2000 fournisseurs, nous avons plusieurs prestataires. Donc là, on essaye de promouvoir la culture de la RSE avec notre écosystème en utilisant notre position de donneur d'ordre au sens positif. Voilà, madame. Merci, madame Tarji. Pour vous, quel sera le prochain sujet RSE sur lequel il faut se pencher de toute urgence? Alors, merci de m'interroger sur la RSE. C'est un sujet qui me tient à cœur depuis longtemps et qui tient à cœur à la CGEM, puisque ça fait plus de 10 ans que la CGEM explique, sensibilise sur cette démarche. Parce que c'est quoi la RSE? C'est tout simplement la mise en œuvre de ce qui a été dit par
par un certain nombre d'intervenants qui nous ont précédés, c'est-à-dire ce changement de posture du chef d'entreprise qui se rend compte qu'il n'est pas là uniquement pour gagner de l'argent à court terme, mais que son entreprise est un écosystème qui interagit avec toute une série de parties prenantes et qu'il ne peut construire de performances durables, de performances pérennes, que s'il prend en compte en amont les besoins, les contraintes de ces différentes parties prenantes. Et quand on a compris ça en tant que chef d'entreprise, eh bien, selon l'entreprise, on va s'adresser, on va traiter des sujets différents. Alors, M. Ficlette nous a parlé effectivement de la chaîne de valeur du sucre et de ce que fait Cosumar, et ils font énormément de belles choses. Dans une autre entreprise, les problématiques vont être complètement différentes. Dans d'autres problématiques, ça va être davantage des sujets de relations avec les sous-traitants, ou alors ça va être des sujets de formation ou de sécurité. Les sujets vont être complètement différents. Mais ce qui est important, c'est de se mettre, en tant que chef d'entreprise, de se dire comment est-ce que je dois penser mon entreprise pour réfléchir à mes interactions avec toutes mes parties prenantes. Mes parties prenantes sont bien entendu mes actionnaires, mes salariés, mes clients, mes fournisseurs, mes sous-traitants, mes voisins, les autorités avec lesquelles j'interagis. Comment je dois comprendre leurs besoins et être dans une démarche proactive et collaborative avec chacun pour que ces besoins, ces attentes de ces parties prenantes ne se transforment pas demain en risques qui risquent de mettre en péril mon entreprise. Quand on est dans cette démarche en tant que chef d'entreprise, eh ben, on est plus créatif et on associe plus de monde à la réflexion. Donc la RSE, ça va être une démarche qui va être beaucoup plus ouverte à l'innovation par les idées, à la collaboration, et qui va aboutir parfois à qui aboutit généralement à des solutions co-construites avec les acteurs concernés. Donc ça va être des solutions qui vont être co-construites avec vos riverains ou avec vos salariés. Alors, donc il n'y a pas un chantier qui peut s'appliquer à tous, chacun en fonction de sa situation. S'il fallait donner un mot d'ordre, c'est vraiment si les entreprises manquent d'idées, mais généralement elles ont une longue liste de choses à faire, mais s'il fallait donner une direction, pour moi la direction c'est vraiment le capital humain et c'est la formation des employés, mais la formation c'est pas uniquement de vos employés d'aujourd'hui, c'est de vos employés pour demain et de vos employés de demain. C'est-à-dire que les gens que vous avez aujourd'hui, ils sont peut-être moyennement qualifiés ou correctement qualifiés pour faire ce qu'ils doivent faire aujourd'hui, mais sont-ils prêts à ce que va devenir votre marché demain? Est-ce que vous les préparez à anticiper les innovations de demain? Et puis, comment est-ce que vous faites pour préparer les gens à venir vous accompagner pour ces transformations de demain? Peut-être qu'il y a une réflexion à mener en amont avec des instituts de formation, avec votre fédération, pour construire des cursus, construire des filières qui vous permettent de trouver ensuite les bons profils. Donc, voilà une piste facile qui s'applique à tout le monde, qui est investissez dans la formation de vos employés d'aujourd'hui pour qu'ils soient prêts pour demain et de vos futurs employés pour qu'ils soient prêts, pour qu'ils soient employables demain. Merci. Monsieur Valentin, votre voisin, pour vous, quel est le chantier RSE de demain ou de tout de suite, parce que ça urge? C'est plutôt celui d'aujourd'hui, parce que maintenant ça urge un petit peu. En fait, c'est de répondre à toutes les questions qui ont été évoquées ce matin, et je pense que ça va très bien se passer. En fait, je suis très détendu pour l'avenir. Je ne suis pas optimiste, hein. L'optimisme, c'est une espèce d'état d'esprit. Je suis confiant, déterminé, détendu sur ce qui va se passer. Mais alors, des marchands de rêve, vous en voyez beaucoup sur YouTube, etc. Je vais juste redire pourquoi je vous dis ça et d'où je viens. À l'origine, je n'ai rien à voir ni avec l'économie ni avec l'écologie. J'ai fait Saint-Cyr, qui est une école d'officiers, et j'ai été officier dans la Légion étrangère pendant quelques années, quoi. Puis après, j'ai décidé de servir la France différemment en devenant entrepreneur, et j'ai recommencé comme ouvrier à travailler sur les écosystèmes et la biodiversité. Et là, j'ai vu la puissance de la vie, qui est une puissance incroyable, d'une énergie, d'une capacité d'adaptation fantastique. Et à force de réparer les écosystèmes, on s'est dit qu'il fallait mieux arrêter de les casser. C'était quand même beaucoup plus intéressant. Et donc, j'ai quitté mon entreprise, qui faisait une quarantaine de personnes il y a 2 ans, pour développer une nouvelle entreprise dont la finalité, c'est très clairement la révolution. Mais la révolution, bien évidemment, pacifique, bienveillante, de changements radicaux de modèles économiques. Alors, ces questions de RSE, elle est au cœur de tout ça, puisque aujourd'hui, la RSE ne doit pas être un élément de l'entreprise avec les 3 piliers que l'on met côte à côte, mais finalement le cœur même de la stratégie d'entreprise.
Et ce n'est pas moi tout seul qui vous dis ça, on a travaillé avec le Centre des jeunes dirigeants, donc c'est un mouvement qui existe aussi au Maroc, avec un certain nombre d'entrepreneurs. La RSE, c'est l'ADN même de la finalité de l'entreprise. Et je vous donne 2 exemples. D'abord, c'est une RSE qui est fondamentalement territoriale et bio-inspirée, qui récupère la puissance de la vie et qui travaille sur les territoires avec des gens qui se connaissent et qui sont attachés à la terre. Un exemple, en Bretagne, on a eu pendant très longtemps du blé noir qui a nourri la Bretagne et aujourd'hui 70% vient de l'étranger. Évidemment, c'est le modèle mondialisé. D'ailleurs, le blé noir, ça s'appelle aussi le sarrasin, ce qui veut dire que les relations entre le Maroc et la Bretagne existent depuis effectivement déjà quelques années. Et on s'est dit, bah, tiens, on va le reprendre, mais pas dans l'opposition, en reconstituant un modèle territorial avec les agriculteurs, avec les entrepreneurs, avec les élus, et dans un but de RSE, c'est-à-dire de production de services produits par les écosystèmes. C'est cet ensemble-là. Donc pour l'instant, on en a 200 hectares en 3 ans. Alors qu'on nous avait dit que c'était impossible, que ce n'était pas rentable. C'est rentable pour tout le monde. Quand on change le paradigme, qu'on pense différemment et qu'on pense sur la responsabilité, il y a des opportunités qui adviennent. Le deuxième cas, qui est un petit peu moins agricole, donc je vous dis, c'est même pas aujourd'hui, c'était hier, parce que hier j'étais avec une société d'autoroute française assez innovante qui s'appelle ATMB, c'est l'autoroute du tunnel du Mont Blanc, qui nous ont posé la question, c'est quoi la RSE? Ça doit interroger notre modèle économique. Et on leur dit, votre modèle économique n'est pas d'amener des voitures d'un point A à un point B, parce que là, vous allez être obligé d'en faire le plus possible pour gagner de plus en plus d'argent, vous allez continuer à polluer, etc. Le covoiturage, il faut le dégager, c'est pas rentable pour vous. Leur dire, votre métier à vous en tant qu'autoroutier, c'est d'irriguer de vie votre territoire. Vous êtes un acteur de la vie du territoire et vous changez tout, vous êtes l'acteur de la vie économique. Et donc de se poser la question de changer complètement le modèle économique, ça veut dire que évidemment, c'est des prises de risques qu'ils sont effectivement en train d'engager. Et dans la foulée, nous avons rencontré aussi des agriculteurs, des transformateurs, des boîtes de l'agroalimentaire pour que les heures de service deviennent finalement des supermarchés ou des drives qui vont éviter aux consommateurs de faire un trajet pour le voyage, pour aller faire leurs courses, un trajet pour aller au travail, etc. On mutualise comme le font les écosystèmes. Donc c'est pour ça que je suis optimiste, parce que cette dynamique que je vois sur les territoires en s'associant avec la vie et dans la même diversité que celle que j'ai connue à la Légion, en fait, on ne peut que gagner, quoi. Bah écoutez, l'optimisme, c'est décidément le mot d'ordre aujourd'hui. Est-ce que monsieur Védier, votre voisin, partage cet optimisme ou cet enthousiasme? Pour vous, la prochaine bataille de la RSE, ce sera quoi? Eh bien, pour moi, c'est donner une réalité à la problématique qui est posée aujourd'hui au-delà de la rentabilité. Parce que j'aurais aimé qu'il y ait un point d'interrogation sur cette problématique, laissant penser qu'elle était pratiquée à tous les niveaux, ce qui n'est pas le cas. C'est un très beau thème, mais ça reste quand même un effet d'annonce et ce n'est pas du tout la réalité de beaucoup d'entreprises aujourd'hui. Il y en a une, et elle est marocaine, et c'est d'elle dont je voudrais parler. Elle est leader dans son domaine, les phosphates, c'est le groupe OCP. Ce n'est pas une entreprise privée, c'est une entreprise publique, mais depuis 2006, depuis 2007, elle a mis en place une stratégie managériale qui va bien au-delà de la rentabilité et qui permet de présenter sur un autre jour ce qu'est la responsabilité sociale de l'entreprise. Tout d'abord, elle pose 2 questions. Pourquoi et comment? Pourquoi, en partir de 2006 et 2007, l'OCP est-elle obligée de changer? Eh bien parce que sa situation financière est très mauvaise, les cours des phosphates sont au plus bas et on ne transforme pas assez les minerais. La seule réponse possible, c'est d'inverser, au moins de transformer beaucoup plus, et d'investir considérablement sur les infrastructures. Mais c'est aussi demander beaucoup, quelque chose de nouveau, au personnel. Donc, on va commencer par mobiliser, bien sûr, des capitaux, mais mobiliser aussi, convaincre le personnel d'adhérer au projet. Il se trouve qu'en 2008, les phosphates atteignent des sommets à plus de 400 $ la tonne métrique, alors qu'ils étaient plutôt du côté de 50 $ les années précédentes. Et que donc immédiatement, l'ensemble des gens vont comprendre qu'il y a un intérêt dans le projet. Ensuite, bien sûr, il y a 3 comment. La première, c'est d'abaisser les coûts de production. Je ne ferai pas un cours d'économie sur ce point. Ce qui m'intéresse ici, c'est la valorisation du capital humain dans l'entreprise, d'une part, et la mise en place d'écosystèmes industriels, d'autre part.
la valorisation du capital humain dans l'entreprise, c'est-à-dire que le groupe va développer la formation, va accompagner la formation et va passer un contrat moral avec ses équipes. Monsieur de Villepin dit une chose que je partage complètement. Aujourd'hui, il faut la confiance. Il y a une obligation de résultat. Mais il faut que dans le résultat, les gens aient la certitude qu'ils en auront une part. Car s'il y a simplement l'obligation de résultat et que les gens pensent que ce résultat ne sera pas partagé, vous n'aurez pas adhésion au projet et vous aurez une perte d'efficacité. Donc voilà pourquoi je pense que, oui, la responsabilité sociale de l'entreprise, c'est extrêmement important. Je partage tout ce qui a été dit. Je pense que la priorité aujourd'hui, c'est de faire de la problématique de la rentabilité, qui est un peu différente de celle du profit, hein, parce que la rentabilité, quand on gagne un dinar, on est rentable. Un dirham ou un euro, on est rentable. Mais le profit, c'est quand on est capable d'affronter la concurrence internationale et la mondialisation, c'est pas tout à fait pareil. Donc, je pense que dans ce domaine, oui, c'est une priorité absolue. Merci. Dites-moi. Je suis équipé. Je vous écoute. Pour vous, quel est le prochain chantier de RSE? Qu'est-ce qui vous paraît prioritaire immédiatement? On l'a entendu, il y a le capital humain. Pour votre voisin? Ce qui me paraît prioritaire, c'est d'abord la clarté des concepts. Parce que souvent, les langages et les mots qu'on utilise sont un peu omnibus et on y met des visions et des angles qui peuvent être parfois même contradictoires. Donc je rebondirai ou je partirai d'une déclaration célèbre de quelqu'un qui est absolument hostile à la notion même de responsabilité sociale, qui s'appelle Milton Friedman, dans son ouvrage Capitalisme et liberté. Il a dit l'entreprise n'a pas de responsabilité sociale autre que de maximiser le profit de ses actionnaires. Et depuis, cette phrase a eu un destin assez extraordinaire. Elle est souvent citée. Et moi-même, pendant très longtemps, je la reprenais pour dire, vous voyez, les libéraux, ils racontent n'importe quoi, etc. Puis un jour, je me suis dit, bon, maintenant, il faut être sérieux, il faut aller au texte. Et quand je suis allé au texte, je dois dire que ce Milton Friedman est loin d'être un abruti. Il dit que l'entreprise n'a pas d'autre responsabilité sociale que de maximiser le profit de ses actionnaires, parce que s'il en était autrement, ce serait un danger pour la démocratie. Si les dirigeants des entreprises, si les managers commençaient à définir, eux, ce qu'est l'intérêt général, au lieu des élus et au lieu de l'État, et à consacrer à ce qu'ils considèrent, eux, l'intérêt général, à la place des élus et à la place de l'État, il dit, à juste titre, que ce serait une grande menace pour la démocratie, parce qu'au lieu des élus, on aurait des intérêts privés, désignés par des intérêts privés, qui commenceraient à énoncer l'intérêt général. Or, il faut faire très attention donc avec cette notion de responsabilité sociale. Elle ne signifie pas que l'entreprise va se substituer à l'État, ni qu'il lui appartient d'énoncer l'intérêt général. Par contre, si l'entreprise et ceux qui la dirigent veulent effectivement servir durablement les intérêts de leurs actionnaires, ils ont vivement intérêt à prendre en compte les risques qui pourraient contrarier leur capacité à créer durablement de la valeur. Et les risques qui peuvent contrarier la capacité à créer durablement de la valeur sont des risques systémiques, sont des risques majeurs qui touchent à plusieurs angles. Je vais donner quelques exemples parce que je sais qu'on n'a pas le temps. Par exemple, les risques liés à la gouvernance. Quand on regarde la manière dont fonctionne un conseil d'administration, lorsque vous avez un conseil d'administration dont les membres sont des clones qui ont fait les mêmes écoles, d'accord? Des hommes, la plupart du temps, souvent habillés pareil, voyez, et qui consacrent quelques heures rapidement, de temps en temps, juste pour passer en revue les résultats financiers et les parts de marché, sans regarder au risque, sans regarder
à la relation de l'entreprise avec son environnement, sans regarder à la relation de l'entreprise avec son capital humain, sans regarder à l'état du dialogue social et à la capacité de l'entreprise à intégrer, à donner envie à ceux qui y travaillent d'aller y travailler. Nous avons des risques de défaillance majeure de la gouvernance, sans compter de la capacité à prendre en compte les risques environnementaux, les risques éthiques, etc. Il est important qu'un conseil d'administration passe en revue la capacité d'une entreprise à prévenir la corruption, à prévenir l'obsolescence de sa technologie. Tous ces éléments de risque sont essentiels. Or, très souvent, lorsqu'on regarde les PV et l'information publique qui est donnée sur le fonctionnement des conseils d'administration, même le rapport du comité d'audit, ce sont les risques financiers qui sont principalement pris en compte et pas les risques liés aux relations avec la société, avec les collaborateurs, avec les partenaires sociaux, les risques liés à la cohésion humaine, à la cohésion du capital humain, les risques même légaux liés à l'impact des produits et des services sur l'environnement, etc. Deuxième exemple, c'est la capacité à réellement se différencier sur le plan réputationnel, à attirer les talents, à les garder. Les jeunes, aujourd'hui, ne veulent pas travailler simplement dans une entreprise en contrepartie d'un salaire. Ils veulent travailler dans une entreprise où ils se sentent bien, voyez, où ils sont reconnus, où ils ont des perspectives de carrière. Les femmes, aujourd'hui, sont des talents remarquables, voyez. Et quand on regarde aujourd'hui dans un pays comme le Maroc, l'écrasante majorité des étudiants dans les écoles, dans les universités, dans les écoles d'ingénieurs, etc., les lauréats, les diplômés, sont aujourd'hui du supérieur en majorité des femmes. Mais on ne les retrouve pas dans l'entreprise. On ne les retrouve pas au-dessus, au-delà d'un certain plafond de verre. Et ça dure depuis des années. Ça aussi, c'est un sujet de responsabilité sociale. Dernier exemple. La relation entre la santé et la sécurité. Les entreprises mettent énormément d'argent dans la sécurité. Parce que la sécurité, c'est une obligation légale. Il faut que le process industriel se déroule sans incident de sécurité. Mais quand vous posez la question de savoir qu'est-ce qui est fait pour la santé, d'accord ? On travaille, on fait travailler des gens en s'assurant qu'il ne va pas leur arriver d'accident pendant le processus de production, mais le grand accident de la vie, celui des maladies professionnelles, celui du stress, vous voyez, c'est toutes ces outrances du temps sur les gens qui travaillent, aujourd'hui ne sont pas suffisamment prises en compte. Et ça fait partie de la responsabilité sociale de ceux qui dirigent les entreprises que de prendre en compte ces sujets-là. Je conclurai, parce que je sais que le temps est là et que vous risquez de nous faire comme vous avez fait tout à l'heure, donc chat échaudé. Je pense qu'ils ont très faim. Mais... Oui, j'ai conscience. Hein. Donc, dernier point, vous étiez sur le point de me le faire oublier, mais il me revient. Il faut aussi qu'on mette du réalisme dans la définition de la responsabilité sociale. Près de 70% des entreprises au Maroc ont moins de 4 salariés. Ce sont des micro-entreprises. Voyez. Ce qu'on leur demande doit être proportionné à leur réalité. Ces entreprises aujourd'hui sont confrontées à des pressions terribles. C'est que si elles veulent passer le cap entre l'informel et l'illégal, la marche est immense. Voyez, elle est immense. Dès lors que vous déclarez vos collaborateurs à la sécurité sociale, que vous payez vos impôts, etc., vous rentrez dans un univers dont la soutenabilité fait problème. Pourquoi ? Pas parce que tous ces entrepreneurs sont des bandits. Ce ne sont pas des bandits. Ce sont des gens qui sont confrontés à l'isolement. Ils travaillent seuls. Les petites entreprises, aujourd'hui, n'ont pas de réseau qui les intègre entre elles. Elles sont toutes au service et elles font partie, vous voyez, de l'écosystème des grandes, sous des pressions qui sont énormes. Et là, un élément de responsabilité sociale clé pour les grandes entreprises, c'est leur capacité à s'engager durablement avec les petites et les moyennes entreprises, à leur apporter de l'assistance technique, voyez, et au moins, au minimum, à respecter les délais de paiement, voyez, et à leur payer leurs factures dans des délais raisonnables. Merci, Monsieur Bensedik. Je pense que vous m'avez donné la transition toute trouvée pour Monsieur Fikrat. Et en effet, vous avez raison, on est pressé par le temps. Donc on devra faire court pour ce dernier round. Travaillez pour votre écosystème, pour le consolider, pour permettre aux tout petits qui travaillent avec vous de grossir, de prospérer.
C'est une préoccupation que vous avez réussi à mettre en œuvre. Comment est-ce que vous en avez pris conscience et comment est-ce que pour vous, qui finalement avez les moyens de soutenir les plus petits qui sont avec vous, comment est-ce que ça a dû vous appeler à vous transformer et qu'est-ce que vous avez comme bonnes pratiques qui sont utiles pour les autres chefs d'entreprise qui sont ici? Parfait. Alors, si vous permettez, je vais partager avec vous le modèle que nous avons adopté au sein de Cosumar, qui est très simplifié, qui est le fruit de réflexions internes des cadres et des collaborateurs de Cosumar. C'est le modèle de 3 P. Alors, le premier P, c'est People. Parce que toute entreprise, elle est là au service de l'homme avec grand H. Ça peut être les 35 millions de consommateurs que nous servons, ça peut être les 80 000 agriculteurs, les actionnaires, les retraités, parce qu'une bonne partie de notre capital est détenue par les caisses de retraite publiques et privées marocaines. Ça va être les riverains, vous avez toutes les parties prenantes où il y a tout le temps l'homme. Donc, essayez d'avoir en tête l'axe people. Et people avec un deuxième verbe qui suit, c'est partager, créer plus de valeur et la partager équitablement avec les fournisseurs, avec les agriculteurs, avec tout le monde. Le deuxième P, c'est P, planète. Toute entreprise, elle est amenée à utiliser les ressources naturelles et il peut aussi contaminer son environnement. Et le mot-clé qui est derrière, c'est protéger. Tout à l'heure, quand vous m'aviez questionné, j'ai parlé de l'eau. Vous avez l'eau, vous avez l'énergie, vous avez un ensemble de coproduits que nous faisons. Vous avez aussi la préoccupation de privilégier l'économie circulaire et nous avons dans la nature de notre activité la chance de pouvoir la développer au maximum. Donc la partie planète, protection. Le troisième point, c'est profit. Donc on a choisi P pour profit parce que rentabilité ne rime pas. Mais dans profit, le mot-clé qui est derrière, c'est pérenniser. Et justement, c'est là où l'importance de la démarche RSE est extrêmement importante. Parce que ça vous pousse à mettre en place tout l'environnement, à créer la collaboration avec toutes les parties prenantes de votre écosystème. Alors, je vous donne quelques exemples. J'ai cité tout à l'heure les agriculteurs, les 80 000 agriculteurs qui ont des petites parcelles. Nous avons lancé un défi et nous sommes en train de le réussir, une belle expérience, c'est la digitalisation. Aujourd'hui, nous avons 30 000 agriculteurs sucriers qui sont connectés. Et cette digitalisation nous a permis de cultiver et de consolider la confiance parce que tout est transparent. Donc, ça m'amène à faire un petit clin d'œil par rapport aux histoires de corruption, parce que dans toute transaction, vous avez des risques de corruption. Le fait de digitaliser, nous avons atténué de manière spectaculaire le risque de corruption et nous avons par la même occasion augmenté la performance. Nous avons aussi contribué à accompagner les transporteurs, parce que nous manipulons 3,5 millions annuellement entre les plantes sucrières et les produits sucriers. Et la majorité des transporteurs sont des transporteurs qui ont peut-être un camion ou deux et qui travaillent dans l'informel. Et nous les avons accompagnés pour qu'ils deviennent auto-entrepreneurs selon la nouvelle disposition qui a été faite par l'État. Aujourd'hui, nous avons 1 millier. Nous avons aussi créé des entreprises régionales, 150, où il y a les jeunes qui sont originaires de ces régions-là, ça leur donne l'opportunité de participer au développement de leur région et d'avoir des revenus sur place. Voilà, merci madame. Merci monsieur Valentin. En fait, je reviens vers vous parce qu'évidemment, les questions de l'environnement sont au cœur de votre travail et de la vision que vous développez. Vous considérez que l'entreprise peut apprendre des organismes vivants et que l'entreprise n'a pas seulement pour mission de protéger l'environnement, mais qu'elle peut s'inspirer de ce que fait la nature. Et je pense que c'est extrêmement intéressant d'écouter votre vision du sujet. Malheureusement, on est pris par le temps, je sais que vous serez attentif. Oui, en fait, le terme environnement, je ne l'utilise quasiment pas parce que nous faisons partie du système vivant. J'ai rencontré un ministre polynésien qui disait que le mot nature n'existe pas dans la langue polynésienne parce que nous en faisons partie. Et en fait, ce n'est pas simplement effectivement de préserver, c'est s'associer. Et là, il y a 3 niveaux. Le premier, c'est presque du consulting un peu classique. C'est la vie, c'est l'entreprise la plus efficace qui existe. Ça fait quand même quelques années que ça fonctionne sur 2 principes essentiels qui sont la coopération et la diversité.
Ça ne marche que dans la diversité et la coopération. Aucune espèce ne se suffit à elle-même, elle n'existe qu'en dépendance les unes des autres pour se compléter mutuellement au service les unes des autres. Ça, c'est la vie. Et c'est ce qui nous unit tous, cette vie-là. Donc vouloir en sortir avec d'autres concepts, ça ne marche pas et on a ce qu'on en a aujourd'hui. Et ces deux principes-là, on entraîne trois autres qui sont très intéressants pour les entreprises. C'est celui de l'efficience, qui n'est pas l'efficacité, c'est le faire avec le moins d'énergie possible. Les écosystèmes sont très, très économes en énergie. C'est l'efficience, c'est l'adaptabilité et la résilience que j'ai entendu plusieurs fois aujourd'hui. Les écosystèmes sont très résilients, c'est le principe même de du fonctionnement. Une espèce remplit plusieurs fonctions, chaque fonction est remplie par plusieurs espèces. Si vous en revenez à ma RSE territoriale dont je parlais tout à l'heure, c'est ce principe-là où finalement la question de profit, en fait, ça concerne qu'une minorité d'entreprises. La majorité des entreprises qui sont des PME, des ETI, entreprises familiales, cette question d'actionnaire, en fait, ils s'en fichent complètement. Mais sur un territoire, c'est-à-dire qu'on peut non pas s'opposer, mais reprendre effectivement une forme de contrôle économique. Mais après, il y a beaucoup plus que ça, c'est ce qui vient du cœur. Là, je vous ai parlé de termes de consulting, on accompagne des entreprises sur ces questions de résilience. D'ailleurs, on emmène les chefs d'entreprise en pleine nature, dormir à la belle étoile, là, ça fait un petit peu de bien, et de comprendre comment fonctionnent les écosystèmes. Mais après, il y a autre chose. Aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est le sens de l'économie, c'est le sens de la vie, c'est pourquoi on se lève le matin. Et quand vous êtes dans ces écosystèmes, vous recomprenez effectivement ce que nous ont livré nos anciens, comment elles se sont associées à la vie depuis les néolithiques et comment nous pouvons effectivement reprendre ce flambeau. Donc la question du sens, elle est complètement déterminante et cette RSE territoriale et bio-inspirée s'explique justement par ça. Et le troisième niveau, et je reviens là au niveau des individus, qui est aujourd'hui notre jeunesse, surtout les nouvelles générations dont on a parlé, est en recherche de sens. Et je ne sais pas comment c'est au Maroc, mais beaucoup de jeunes ont du mal à s'engager dans les entreprises parce que justement, ils ne savent pas où ils veulent. La maximisation du profit simplement, sans répartition, ça ne marche pas. Là, c'est d'une puissance extraordinaire. Il m'arrive souvent d'avoir même les larmes aux yeux quand je parle à des jeunes étudiants, quand je vois le dynamisme qui le génère quand on est en train de s'engager sur cette logique-là. Et là, je conclus justement avec mon expérience première, qui était celle d'hommes qui viennent de partout, qui ne se connaissent pas, de cultures différentes et qui sont capables de mener des victoires. Ce que nous apporte la vie, c'est la même chose. La devise de la Légion, c'est Legio Patria Nostra. Et moi, je dirais simplement, ce qui nous unit tous entre nous, c'est la vie, système vivant qui nous unit avec les autres. C'est une véritable inspiration pour les modèles d'entreprise et pour les modèles d'économiques territoriaux. Donc la vie, c'est l'avenir et c'est pour ça que je suis détendu. La puissance de l'avenir, de la vie, ça nous donne effectivement la solution pour l'avenir. Allô ? Je crois que ma batterie a calé. Monsieur Védier, ce qu'on comprend, c'est que le pari, c'est sur l'humain que vous avez évoqué tout à l'heure. Comment est-ce qu'on arrive à amener les salariés à faire preuve de cette résilience, de cette agilité qu'appelle notre époque ? On en parlera aussi avec madame qui est à vos côtés, madame Targy, mais cette question du capital humain, elle est fondamentale. Comment est-ce que vous pensez qu'on arrive à nourrir, à alimenter ce que vous avez évoqué avec la révolution managériale au sein de l'ECP, mais pour des toutes petites entreprises, est-ce que c'est réaliste ? Est-ce que c'est une ambition qu'ils peuvent porter ? Tout d'abord, la valorisation du capital humain, elle ne doit pas être abordée de la même façon si vous avez des très petites entreprises, des moyennes entreprises et des très grandes entreprises. Généralement, lorsqu'on parle de la valorisation du capital humain, on prend les moyennes, grandes et très grandes entreprises. Concernant les petites et moyennes entreprises, je crois qu'il faut insister sur le rôle de l'apprentissage et du travail manuel et le valoriser. Car il y a une culture, malheureusement, en Europe, je ne sais pas au Maroc, mais je crois qu'elle est un peu partagée, c'est que le travail humain n'est pas valorisant. Il y a une exception qui montre que oui, c'est en Allemagne. Car on a développé vraiment l'apprentissage, on a permis d'accéder aux plus hauts postes dans le management des groupes, celles et ceux qui ne sortaient pas des circuits traditionnels des grandes écoles ou des écoles d'ingénieurs. Et ça, je crois qu'il faut le faire. Parce que, d'abord au Maroc, ça a été rappelé, 70% de petites et moyennes entreprises et de très petites entreprises. Donc, dans ce domaine, parler de valorisation du capital humain n'a pas de sens. Par contre, dans les grandes entreprises, d'abord, il y a une première chose pour le Maroc. C'est que le Maroc a un capital humain très riche. Et que nous formons, nous, dans nos grandes écoles, HEC, nous avons
tous les ans une trentaine d'étudiants marocains qui passent le concours français, pas le concours parallèle, et qui sont admis. C'est vrai pour l'école polytechnique, c'est vrai pour l'école centrale. Et ces gens-là, ça représente un capital énorme. Et la première chose qu'il faut faire, eh bien, c'est que ce capital soit utilisé pour le développement de l'économie marocaine. Et ça, c'est comment concilier la valorisation du capital humain et faire en sorte que ce capital humain valorisé reste au pays. C'est vrai aussi pour notre élite française qui a souvent été tentée, par exemple, d'aller à Londres lorsqu'ils étaient des financiers. Alors qu'il y avait des marchés financiers en France, ils auraient pu parfaitement trouver place en France, mais le mieux, c'est toujours ailleurs. C'est vrai pour la France, c'est sans doute vrai pour le Maroc, et l'un des dangers de la valorisation du capital humain, c'est justement d'aller dans ce sens. Pour autant, moi je pense que c'est un devoir que de valoriser le capital humain, et je sais que cette valorisation, il faut qu'elle s'accompagne d'une reconnaissance par l'entreprise sur le plan salarial, d'une reconnaissance par l'entreprise pour pouvoir accéder à certains postes. Et je crois que dans ce cadre-là, on aura rempli vraiment une case vide, car actuellement, c'est pareil, on dit beaucoup valoriser le capital humain. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a des tas de figures. Moi, je dirais en conclusion, pour faire simple, il y a les PME, c'est l'apprentissage, il y a les grands groupes, c'est mise en place de circuits de formation, soit en interne, soit en externe, et valoriser bien sûr celles et ceux qui ont acquis l'expérience dans les grandes universités et les écoles. Merci. Monsieur Bensedik, je vous vois. Vous n'êtes pas d'accord? Vous pensez que fondamentalement, ce n'est pas aussi simple, que les PME ou les TPE peuvent avoir une ambition au niveau de leurs ressources humaines? Bien sûr, c'est par les ressources humaines que les PME deviennent des très grandes entreprises. Et aucune entreprise n'a jamais été créée grande. On commence petit, on passe par de l'amorçage, du développement, etc. Il est important de penser le développement dès le stade de la PME en appui sur le capital humain. Mais qu'est-ce que c'est le capital humain? Il faut être en capacité de décomposer, parce que c'est une valeur composite. Moi, je vois au moins deux aspects. Il y a un aspect du capital humain qui est intrinsèquement porté par les femmes et les hommes. C'est leur capital intellectuel, c'est leur savoir. C'est ce qu'ils emportent avec eux le soir quand ils rentrent à la maison. Quand ils partent, ils emmènent avec eux dans leur tête leur savoir. S'ils ne reviennent pas le lendemain, ce savoir ne revient pas. D'accord? Et il faudra trouver d'autres et les remplacer pour qu'ils ramènent ce savoir. Il y a un autre savoir qui est tout ce qui est organisation, procédure, etc., qui lui appartient à l'entreprise. Mais c'est dans le mix des deux, dans cette part irréductible qu'emmènent avec eux les salariés et les collaborateurs le soir avec eux, qu'il y a leur richesse. Or, il est important de leur permettre de valoriser cette dimension-là. Et elle doit s'accompagner aussi d'autres choses. On ne vit pas que de savoir. On vit aussi de santé. On a besoin d'être en bonne santé. Et puis, on a besoin de participer à la décision. On a besoin d'être représenté. Dans une entreprise, un collectif de travail, c'est un ensemble de femmes et d'hommes. C'est aussi des organisations qui les représentent. Voyez, et c'est le collectif lui-même. Il y a une... Je ne vais pas faire le gourou ici des RH, mais il existe une magie du collectif. Il y a des entreprises dans lesquelles vous rentrez, les gens sont bien dans leur peau. Voyez, ils coopèrent, ils se lèvent le matin, ils sont heureux d'être là, ils apportent des solutions. Voyez. Et il y a des entreprises où vous sentez de la rumeur, des pots de banane, on est à l'affût des petites annonces pour partir, etc. Vous voyez, c'est quoi ça? Comment ça s'appelle? Ça s'appelle la cohésion du capital humain. La cohésion du capital humain ne s'achète pas. On peut acheter des machines, on peut acheter tout ce qu'on veut, elle ne s'achète pas. Elle ne s'assure pas. On peut s'assurer contre le risque incendie, contre le risque accident, etc. On n'assure pas une entreprise contre les risques et les coûts liés à la perte de la cohésion de son capital humain. Elle ne s'externalise pas. On ne peut pas dire, bon, moi j'ai un problème avec la cohésion, je vais externaliser. Tiens, elle est intrinsèquement portée. Donc c'est un risque. La cohésion, c'est un actif stratégique. Et cet actif stratégique est confronté à des risques qui sont des risques de système.
dont la gestion doit être dévolue aux dirigeants. C'est aux dirigeants qu'incombe la création, l'entretien de la cohésion. Et puis, je finis là-dessus, magie, lorsque vous avez de la cohésion, eh bien, il se passe quelque chose. La cohésion, c'est un actif. Quand elle se développe, eh bien, c'est ça qui fait grandir votre goodwill, c'est ça qui fait la valeur de votre entreprise. Et il y a des vrais dividendes. Et c'est ce qui génère des dividendes, et c'est ce qui génère le fait que les gens ont envie de rester. Et ils ont le sentiment d'appartenir à cette entreprise, et ils sont fiers d'appartenir à cette entreprise. Voilà la magie, l'équation du capital humain, et je pense que c'est l'honneur aussi de la CGEM depuis des années d'avoir engagé, et Dounia anime cette chose-là, un label de responsabilité sociale qui est basé sur un référentiel très précis, très exigeant, d'accord, très objectif, avec un comité d'attribution très très exigeant. Et aujourd'hui, on a un certain nombre d'entreprises qui se sont engagées de façon tangible sur ces objectifs-là, qui acceptent d'être évaluées, voyez, et qui vont se soumettre au jury. J'en entends quelques témoignages assez exaltants, assez extraordinaires, fascinants du comité d'attribution de la CGM. Dernier point, je finis là-dessus, juste un petit clin d'œil à notre orateur de Bretagne. Je savais que le couscous était célèbre en France venant du Maroc, mais je ne savais pas que les crêpes au sarrasin de Bretagne avaient aussi affaire avec cette région-là. Vous ignoriez que le Maroc était à l'origine de tout ? Vous ignoriez que le Maroc était à l'origine de tout ? Ah, bah oui, Comment est-ce possible? Heureusement. Le plus ancien. L'homme le plus ancien a été trouvé au Maroc, vous voyez. Alors, on va conclure avec Madame Tarji, parce que je pense qu'on a soulevé des points très importants. L'actif stratégique qui est la cohésion du capital humain, je pense que c'est une idée qui est clé. Mais ce qu'a évoqué M. Védier, c'est-à-dire qu'investir dans le capital humain, c'est aussi un risque de le voir partir. C'est pour les entreprises de se dire, est-ce que tout ce que j'ai investi va vraiment me profiter ou est-ce que ça va profiter à d'autres? Pour vous, à la CGEM, comment est-ce que vous réfléchissez à transmettre quand même aux entrepreneurs l'idée qu'il faut faire cet investissement, que si ce n'est pas votre entreprise, ce sera l'autre d'à côté et donc indirectement vous qui en bénéficierez? Comment est-ce que vous articulez cette réflexion sur le capital humain et puis la fuite potentielle des cerveaux? Parce qu'on le sait, le Maroc, sa richesse, c'est sa diaspora, mais sa diaspora pourrait être aussi beaucoup plus utile au pays. Je réutiliserai les deux principes, coopération et diversité. Avec la coopération et la diversité, on s'inscrit dans la durée. Et l'entreprise est un organisme vivant, c'est un organisme, comme tout organisme vivant, qui doit se régénérer. Ça veut dire que ceux qui ont commencé l'entreprise ne vont pas rester avec elle pendant toute la vie de l'entreprise. Elle est censée vivre au moins 99 ans, au moins sur le plan légal. Donc, il faut que l'entreprise, pour grandir, effectivement, fasse grandir son capital humain. Et comment on fait grandir son capital humain? En l'impliquant, en le valorisant, en le reconnaissant et en lui donnant des espaces pour s'épanouir. C'est-à-dire faire appel au sens de la responsabilité de chacun, c'est-à-dire donner des espaces pour l'innovation, parce que l'innovation, c'est quand même ce qui permet la croissance de l'entreprise. On n'en a pas parlé lors de ce panel, mais une entreprise qui n'innove pas est une entreprise condamnée à disparaître. Et comment elle va innover, cette entreprise? Elle ne va innover que si chacun des membres de l'entreprise est convaincu que ses idées, quand il en a, vont être écoutées, peut-être essayées, et peut-être que certaines vont devenir une réalité. Et donc, si vous créez un système qui, ayant au cœur le capital humain, va mettre en place des outils, un état d'esprit qui permettent cette valorisation, qui permettent cette reconnaissance, qui permettent la création collaborative, effectivement, vous allez en perdre. Vous allez perdre certains de vos collaborateurs, mais c'est normal, eux aussi doivent évoluer. Quand vous tenez compte, quand je disais tout à l'heure, une entreprise qui est dans une démarche RSE se pose la question des contraintes, des besoins, des attentes de ses parties prenantes et les anticipe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous recrutez un jeune, vous anticipez que ce jeune, il va avoir besoin dans son parcours, à un moment ou à un autre, de vous quitter.
parce que lui-même va avoir besoin de grandir et que votre entreprise n'aura pas forcément la possibilité de lui donner toutes les chances. Eh bien, vous l'anticipez en faisant en sorte que quand il est là, il soit le mieux possible pour donner le plus à l'entreprise et partager le plus à l'entreprise et partager avec les autres. Parce qu'effectivement, ce qu'il crée, ça appartient aussi à l'entreprise. Donc, il ne faut pas avoir peur du turnover. Bien entendu, un turnover très élevé est perturbant. Mais quand vous créez une entreprise où les gens se sentent bien, eh bien, ils restent relativement longtemps, en tout cas suffisamment longtemps pour vous faire grandir avec eux. Et c'est le sens de la vie. Le sens de la vie, en tant que parents, on élève nos enfants en espérant qu'ils soient mieux que nous, mais en sachant aussi qu'ils vont partir. Eh bien, l'entreprise, même chose. Elle fait grandir son capital humain en se disant ce capital humain, il est amené à se régénérer, à partir, et il y en a d'autres qui viendront, et ils viendront parce que je suis devenue une entreprise qui les fait grandir. Sinon, ils ne reviendront pas. Alors, ce sont sur ces belles paroles qu'on va se laisser parce qu'on est au-delà du retard. Je voulais vous remercier infiniment, vraiment, pour votre patience, d'avoir partagé avec nous vos lumières. Madame Tarji, Monsieur Valentin, Monsieur Védier, Monsieur Ficrat, Monsieur Bensedik, merci infiniment.